la présentation. Bon. Alors oui, vous avez une présentation sous les yeux normalement. Et moi, il y a écrit un problème est survenu lors de l'affichage du contenu. Je ne sais pas si je suis la seule, peut-être qu'il y a d'autres personnes. Non, ça fonctionne pour moi. Je vais peut-être me déconnecter, me reconnecter, on va voir. Hein. À tout de suite. Tout à fait, je vous accepte dans la liste. C'est gentil, merci. Conversation, non, c'est ça. Alors, Alors, je vais inviter tout le monde à désactiver son micro avant de commencer. Désactiver ton micro. Là, c'est comme ça. Tu vas bouger les échappements. Hop, on va pouvoir commencer. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par MCOM Mutuel dans le cadre de nos actions prévention santé. Donc, moi, c'est Yuna et je travaille au service prévention de MCOM Mutuel. On organise régulièrement des actions de prévention dans nos agences, plutôt en Hauts-de-France et en Normandie, mais on propose aussi pour tous nos clients sur le territoire national des offres en digital. Ce webinaire en fait partie. Vous avez toutes les infos, tout votre calendrier prévention dans votre espace client si vous souhaitez aller voir de temps en temps ce qui vous est proposé. Aujourd'hui, on voulait mettre en lumière un sujet un peu méconnu, qui sont les perturbateurs endocriniens. C'est notre thème du trimestre. On a proposé des escape games sur les perturbateurs endocriniens dans nos agences au début du mois ou fin avril. Et aujourd'hui, on vous propose un webinaire avec Aprobio, donc avec Colline que je vais laisser se présenter. N'hésitez pas voilà, à enlever vos micros, à poser vos questions et il y aura un temps de réponse suite à la présentation. Hop. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Colline Lantier. Je suis chargée de mission au sein de l'association Aprobio. Donc Aprobio, c'est une association de développement et de promotion de l'agriculture biologique qui est basée dans les Hauts-de-France. Donc, nous sommes basés à Lille et on intervient dans toute la région. Donc nous avons... Excusez-moi, j'ai un problème avec le... Voilà. Donc, nous avons plusieurs missions au sein de notre association. Donc, la première, c'est d'aider à la structuration et à la relocalisation des filières biologiques régionales. Donc, on accompagne davantage l'aval de la filière, donc qui vont être les transformateurs notamment. Et on a aussi une partie de nos missions qui consiste à aider au développement de l'agriculture biologique en restauration collective. Donc, on travaille avec des territoires, notamment pour leur permettre de respecter la loi Egalim, qui est une loi qui impose 20% de produits issus de l'agriculture biologique en restauration collective. Donc, c'est-à-dire restauration scolaire, mais également restauration type entreprise, etc. Et le troisième volet de nos missions, ça va être la sensibilisation. On intervient en milieu scolaire, donc de la maternelle jusqu'au lycée, lors d'événements, lors de manifestations locales, par exemple, ou également auprès de citoyens, typiquement aujourd'hui pour le webinaire, par exemple. Donc, on va pouvoir enchaîner directement avec le sujet du jour, donc qui sont les perturbateurs endocriniens. Avant de poursuivre, on doit juste vous prévenir à l'avance que cet atelier aborde le sujet des perturbateurs endocriniens. Donc, on va voir un petit peu ce qu'est un perturbateur endocrinien, comment il fonctionne, les sources de contamination et comment essayer de les réduire au quotidien. Cependant, nous ne sommes pas médecins, donc ce webinaire n'a pas vocation de conseil médicinal, si je puis le dire comme ça, même si nos sources sont basées scientifiquement, etc. Ce n'est pas un avis, mais ça ne remplacera jamais un avis médical.
Alors, pour commencer, on va essayer de s'intéresser un petit peu à ce qu'est notre système endocrinien. Donc, le corps humain est régulé par différents systèmes, notamment par ce système endocrinien, qui est un réseau de glandes qui sont réparties un petit peu à travers tout notre organisme. Et c'est au niveau de ces glandes que vont être sécrétées des hormones. Donc, des hormones, c'est des molécules qui vont circuler dans notre système sanguin et qui ont vocation à transmettre un message d'un organe à un autre. Donc, ça sert de messager chimique et ça contrôle un grand nombre de fonctions de notre organisme. Et alors, pour commencer, je vais vous proposer un petit quiz. Alors, sur votre gauche, vous avez les principales glandes endocrines de notre corps. Si vous voulez, vous pouvez, à l'aide du chat que vous trouvez sur votre droite, essayer de nommer les différentes glandes que vous voyez sur votre gauche. Et ensuite, on pourra un petit peu plus rentrer dans les détails. Je vous laisse une petite minute pour essayer de deviner de quelle glande il s'agit. Effectivement, il y a bien les ovaires. Donc, ça va être sur, sur le pictogramme que vous voyez en haut sur votre gauche. Le cerveau. Alors, effectivement, il y a le cerveau et on va voir qu'il y a... Oui, et c'est l'hypophyse au niveau du cerveau. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a... que toutes les glandes, en tout cas qui sont présentes sur cette image, ont été citées. Et donc, en effet, on se rend compte que des glandes, on en a partout dans notre corps et elles régulent un très grand nombre de fonctions. Donc, tout d'abord, au niveau du cerveau, on a l'hypophyse et l'hypothalamus qui vont contrôler l'ensemble du système endocrinien et du taux d'hormones. L'hypophyse, c'est la glande principale du système. Donc, elle est située à la base du cerveau et elle va fabriquer et entreposer un grand nombre d'hormones et contrôler notamment la croissance et la pression artérielle. L'hypothalamus, de son côté, va recevoir les informations de pratiquement toutes les régions du système nerveux central et va les utiliser pour transmettre ces informations à l'hypophyse et l'hypophyse va ensuite fabriquer des hormones. Ensuite, juste en dessous, on a une glande qui est assez connue, qui est la thyroïde, qui va aussi avoir un rôle de production et de contrôle du métabolisme général. Et elle va affecter notamment de nombreuses fonctions vitales, comme la fréquence cardiaque, la vitesse à laquelle les calories sont brûlées, la production de chaleur. Donc c'est pour ça que quand on a des fois quand il y a des problèmes de thyroïde, ça peut créer des problèmes de thermophobie et de frilosité. Et c'est également un rôle concernant la fertilité et la digestion. Si on descend un petit peu encore dans le corps, on a les glandes surrénales. Les glandes surrénales, principalement, elles sécrètent l'adrénaline, donc qui est l'hormone libérée en cas de stress. Ça va augmenter la fréquence cardiaque, la pression artérielle et notamment le taux de sucre dans le sang. Et elle produit également du cortisol. Donc le cortisol, il intervient dans l'équilibrage de l'utilisation des différents nutriments, donc des glucides, des protéines et des graisses. Et donc un dérèglement de ces glandes surrénales et notamment de la production de cortisol, ça peut créer par exemple des stockages de graisse plus importants. Si on continue, on a juste en dessous le pancréas. Le pancréas, il va sécréter les sucs digestifs et l'insuline qui va intervenir dans la régulation de la glycémie, puisqu'il facilite l'entrée du glucose dans les organes de stockage. Et
enfin, on a les glandes sexuelles, pardon, donc les testicules et les ovaires qui vont participer à la régulation de toutes les fonctions sexuelles et reproductrices. Donc, alors, je vais juste revenir en arrière. En voyant tout l'ensemble de ce système endocrinien, on s'aperçoit bien que c'est un système qui est global et qui régule la globalité des fonctions de notre organisme. D'où l'importance de le connaître et de voir notamment ce qui peut le perturber. Et donc, dans les années 90, il y a des chercheurs américains qui ont commencé à introduire le terme de perturbateur endocrinien. Donc là, on se rend compte que c'est quelque chose qui est quand même assez récent. Et la dernière définition qui a été mise à jour, elle date de 2012, donc c'est par l'OMS, qui définit un perturbateur endocrinien comme une substance ou un mélange de substances qui peut être d'origine naturelle ou artificielle et qui va perturber le fonctionnement du système endocrinien, provoquant des effets néfastes sur un individu, mais également sur sa descendance. On peut ajouter également que les perturbateurs endocriniens ont un effet chez l'homme, mais également chez la biodiversité, et donc dans tout le système naturel qui nous entoure. Alors, les perturbateurs endocriniens, donc, ils sont de différents types, de différentes natures, et en général, ils altèrent le taux d'hormones, ils peuvent les imiter, les bloquer ou encore modifier la quantité d'hormones qui sont envoyées aux organes. Donc là, si on regarde sur le petit schéma, donc une hormone, pour rappel, ça va circuler au niveau de notre système sanguin. Et lorsque l'hormone arrive au niveau de l'organe pour lequel elle doit transmettre un message, elle va se fixer au niveau de la paroi de cet organe sur un récepteur. Et donc les perturbateurs endocriniens, ils peuvent agir de différentes manières. Ils peuvent prendre la place de l'hormone au niveau du récepteur. Ils peuvent bloquer l'entrée et l'accès au récepteur, ou encore ils peuvent modifier l'action de l'hormone. Et donc ça va avoir des conséquences sur le message qui est transmis et donc derrière sur la fonction auquel devait répondre à la base l'organe qui était ciblé. Alors les perturbateurs endocriniens, d'où viennent-ils? Donc on a 3 sources d'exposition principales qui sont l'air, l'eau et l'alimentation. Donc l'air, notamment à travers la pollution atmosphérique, les produits ménagers, l'eau, puisqu'il peut y avoir des résidus de pesticides, on le verra un petit peu plus loin, ou lors de contamination industrielle, et évidemment l'alimentation, donc de par des résidus de pesticides, mais également le plastique ou les contenants alimentaires qu'on utilise. Ces perturbateurs endocriniens, on les intègre dans notre corps, on va dire, de différentes manières. Donc, ça peut être par les voies respiratoires, à travers le système digestif, par des voies cutanées et également par la voie fœto-placentaire. Donc voilà, il faut savoir que les femmes enceintes sont particulièrement sensibles à ces perturbateurs endocriniens. Et donc, globalement, donc on est sensible à ces perturbateurs endocriniens à tout âge, mais il y a 3 moments de la vie pour lesquels il faut faire particulièrement attention, notamment pour les femmes enceintes, les jeunes enfants. Donc c'est ce qu'on appelle la période des 1000 jours. C'est la période entre le développement prénatal et la petite enfance, et également la période de l'adolescence. Tout simplement parce que c'est à ces périodes-là que le système hormonal est le plus en action. Et alors, juste pour préciser, les femmes enceintes doivent faire particulièrement attention aux perturbateurs endocriniens, mais il faut savoir aussi que les hommes sont aussi concernés, puisque dans la période qui est juste avant
la procréation si, admettons, l'homme est exposé à un taux de perturbateurs endocriniens qui est assez important, ça a des conséquences sur le fœtus à venir. Donc, il n'y a pas que mesdames qui doivent faire attention, évidemment. Alors là, on va rentrer dans une partie un petit peu moins joyeuse, mais donc les perturbateurs endocriniens, ils sont à l'origine de multiples pathologies. Donc ça peut être différents cancers, donc les cancers du sein, de la thyroïde, des testicules, des ovaires, de la prostate. Ça peut avoir une influence sur des cas d'obésité, de diabète, des troubles neurodéveloppementaux, des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou alors encore la maladie d'Alzheimer, des pathologies inflammatoires et également des problèmes d'infertilité ou alors de puberté précoce ou de malformation. Et il faut savoir que c'est d'abord les conséquences sur la fertilité qui ont été remarquées par le corps scientifique. Et en 2015, il y a eu un congrès à Vancouver et la Fédération internationale des gynécologues a lancé un appel contre les pollutions chimiques en soulignant l'impact grave sur la santé reproductive et la santé des générations à venir. Et par exemple, certaines études estiment que les perturbateurs endocriniens coûteraient environ 160 milliards d'euros par an au système de santé européen. Et la difficulté qu'on peut trouver avec l'évaluation des perturbateurs endocriniens, c'est que, comme vous pouvez vous en douter, les pathologies que je viens de citer ne sont pas uniquement dues aux perturbateurs endocriniens. Et donc souvent, c'est multifacteur, ce qui rend vraiment difficile les études scientifiques à ce sujet. Notamment parce que les perturbateurs endocriniens ont plusieurs particularités qui remettent un petit peu en cause les méthodologies scientifiques qui existaient juste alors. La première chose, c'est que il n'y a pas d'effet dose pour tous les perturbateurs endocriniens. Un effet dose, ça veut dire que un produit, plus il va être concentré, plus il va être en quantité importante, plus il va avoir d'effets. Et en fait, les scientifiques ont remarqué que cet effet dose n'était pas forcément présent pour les perturbateurs endocriniens, ce qui rend difficile la mise en place d'études scientifiques pour prouver leur danger. Il y avait également le phénomène d'effet cocktail, donc, qui est lié à l'accumulation et aux différents perturbateurs endocriniens et aux différentes autres substances potentiellement toxiques auxquelles on est confronté au quotidien. Et la troisième particularité des perturbateurs endocriniens, c'est qu'une exposition à un instant T peut avoir des conséquences et se transmettre sur plusieurs générations. Alors, j'espère que pour l'instant, tout va bien pour vous. Juste pour préciser avant de continuer, ce webinaire est enregistré, donc vous allez pouvoir le réécouter si besoin, et le diaporama vous sera transmis également à la suite de cet échange. Donc pour continuer et pour que vous puissiez un petit peu interagir aussi, je vous propose de faire un petit quiz. Donc, je vais vous inviter à répondre dans les commentaires aux différentes petites questions. Alors, la première, donc c'est parmi ces perturbateurs endocriniens, selon vous, lesquels sont interdits en France? Donc, il peut y avoir une ou plusieurs réponses. Donc, est-ce que ce sont les parabènes, le bisphénol A, les phtalates, les néonicotinoïdes ou encore le chlordécone?
Alors, globalement, effectivement, enfin, la plupart d'entre vous ont bien répondu. Donc, les perturbateurs endocriniens qui sont interdits en France, ce sont le bisphénol A et le chlordécone. Donc, le bisphénol A, on en a pas mal entendu parler. Il est interdit depuis 2015 dans les contenants alimentaires et il a été interdit en Europe en 2024. Donc là, pour le coup, on voit que la France était un petit peu précurseur sur le sujet. À noter cependant que des bisphénols, il en existe d'autres types aussi qui, eux, ne sont pas encore interdits. Le chlordécone également, donc, qui est un herbicide, a été interdit en France en 1990 et il est interdit dans le monde depuis 2009. Donc, on voit déjà qu'il y a certaines substances qui ont été interdites. Cependant, elles ne sont pas toutes interdites. Par exemple, les parabènes, donc, qui peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques notamment. Il y a plusieurs études qui montrent que ces parabènes sont de potentiels perturbateurs endocriniens. Donc, des réglementations existent pour les limiter, mais à ce jour, ils ne sont pas encore interdits. Et ensuite, on a une catégorie qui est en cours d'interdiction. Donc, le premier, on en a également beaucoup entendu parler, ce sont les néonicotinoïdes, donc, qui ont été interdits, qui ont été réautorisés sous dérogation il y a quelques temps. Et, pour, et par exemple, il y a encore une proposition de loi qui a été faite fin janvier 2025 pour ne pas les interdire totalement. Donc, le sujet de ces produits est source de grands débats dans le monde agricole et dans le monde politique en général. Mais il y a déjà pas mal d'avancées qui ont été faites à ce sujet. Et la deuxième catégorie, c'est les phtalates. Donc, c'est des composés qui rentrent notamment dans la composition des films alimentaires et des jouets en plastique pour les enfants, par exemple. Et eux sont interdits dans certaines conditions, typiquement dans les films alimentaires et les jouets. Mais ils sont encore autorisés dans d'autres circonstances. Alors, on va enchaîner et j'aimerais bien savoir, selon vous, si les pesticides de synthèse sont autorisés en agriculture biologique. Est-ce que, selon vous, cette information est vraie ou alors elle est plutôt fausse? Donc, effectivement, le cahier des charges de l'agriculture biologique interdit l'utilisation de tout pesticide de synthèse, puisqu'il faut savoir que il y a énormément de pesticides de synthèse qui sont considérés comme probablement, voire qui ont été classés cancérigènes ou alors perturbateurs endocriniens. Donc, le cahier des charges de l'agriculture biologique interdit l'utilisation de tout pesticide et également des engrais de synthèse. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie récemment par Génération Future qui indique qu'il y a 6 résidus de pesticides sur 10 qui sont quantifiés dans l'alimentation européenne qui sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Donc, on se rend compte de l'importance et de la gravité du problème de ces pesticides de synthèse, notamment à travers les perturbateurs endocriniens. Cette étude, donc je pourrais vous donner les références en fin de webinaire et elle est à retrouver pardon, sur le site de Génération Future. Et donc, en effet, en agriculture biologique, comme l'utilisation de pesticides de synthèse est interdite, alors la petite précision, souvent on parle de pesticides chimiques. Pour être exact, c'est mieux de parler de pesticides de synthèse. Globalement, ça signifie que ces pesticides ne sont pas d'origine naturelle,
et ont été synthétisés artificiellement en usine. Et donc, seuls les produits naturels sont autorisés, tels que les auxiliaires de culture, on va utiliser des associations de plantes ou encore des pièges à hormones. Donc, il y a plein de solutions qui sont mises en place. Il y a de la recherche autour de ça pour essayer de trouver des solutions pour réussir à avoir une production suffisante pour nourrir les hommes, tout en limitant notre impact sur notre santé et sur la santé des sols et de l'environnement. Et si vous voulez des précisions sur l'agriculture biologique, il y a une slide juste après qui en parle également. Alors là, on va changer un petit peu de catégorie. On va s'intéresser à ce qui se passe dans nos supermarchés. Est-ce que vous savez par quelle lettre est signalé un additif alimentaire sur l'étiquette d'un produit? Donc, effectivement, c'est bien la lettre E. Et cette lettre code l'ensemble des additifs, qu'ils soient naturels ou artificiels. C'est un code agroalimentaire. Euh, donc, c'est-à-dire que il y a des additifs naturels, comme par exemple le sel, l'acide citrique, donc qui est le citron, qui vont aussi être codés en E et qui ne sont pas forcément néfastes en petite quantité pour notre corps. Puisqu'un additif alimentaire, c'est défini comme une substance, donc qui est naturelle ou artificielle, qui va être ajoutée à un produit dans le but d'améliorer ses propriétés. Donc, on a globalement les conservateurs, les colorants, les édulcorants. Et il faut savoir que 300 additifs sont autorisés dans l'Union européenne. Et donc, si on regarde la liste qu'il y a sur la droite, en fait, on a toute la liste des additifs qui sont autorisés. Et juste en dessous, on vous précise, sinon il y a la bio, puisqu'en effet, en agriculture biologique, seulement 50 additifs sont autorisés et ce sont les moins dangereux, euh, puisque ceux qui sont potentiellement, enfin, qui sont classés potentiellement cancérigènes ou en tant que perturbateurs endocriniens sont interdits. Et globalement, donc si je peux rajouter sur la thématique des additifs alimentaires, la solution pour les éviter, puisque c'est très compliqué d'apprendre la liste des additifs alimentaires par cœur et leur numéro, ben, le conseil, c'est autant que possible éviter les produits transformés, parce qu'évidemment, sur un aliment brut, ces additifs, on ne les trouve pas. Donc, c'est dans la mesure du possible enfin, cuisiner maison, cuisiner des produits bruts. Et si jamais on arrive à une situation où on est obligé, enfin, on n'a pas le choix d'acheter un produit transformé, euh, savoir qu'en agriculture biologique, il y en a moins, ça peut aider à faire son choix lorsqu'on fait ses courses. En parlant de courses, comment identifie-t-on un aliment qui est issu de l'agriculture biologique? Est-ce que c'est grâce au label Eurofeuille, au label AB ou ni l'un ni l'autre?
Alors, effectivement, si on était avant 2009, c'est bien le label AB, donc celui qu'on trouve sur la droite, agriculture biologique, qui nous permettrait de reconnaître les produits bio. Cependant, à partir de 2009, le cahier des charges a été uniformisé à l'échelle de l'Union européenne et a vu naître le logo de l'Eurofeuille qu'on voit maintenant accompagné souvent du label du logo AB. Mais il faut savoir que c'est l'Eurofeuille qui, depuis 2009, vous garantit que le produit est issu de l'agriculture biologique. Le logo qu'on trouve sur la droite, donc le logo AB, qui est le logo qui avait été créé à l'origine lorsque le label était uniquement français, et donc qui fête ses 40 ans cette année. Celui-là n'est plus obligatoire. Souvent, dans les produits français, on le trouve encore, puisque on le voit notamment dans les réponses que vous avez apportées à la question, c'est celui que les Français identifient le plus facilement. Donc, on met les deux, mais c'est vraiment l'Eurofeuille qui sert de garantie. Et il faut savoir notamment que lorsqu'un produit est issu de l'agriculture biologique, il a été contrôlé à tous les stades de la production, donc les transformateurs, au niveau du stockage et des distributeurs. Il y a également un cahier des charges à respecter et des contrôles qui sont effectués. Et ces contrôles vont être faits par des organismes certificateurs qui sont indépendants et qui sont agréés par les pouvoirs publics afin de garantir l'intégrité du label. Et donc, souvent, on a un petit peu des a priori, notamment sur les produits qui sont issus de l'agriculture biologique et qui viennent d'ailleurs, enfin, qui viennent hors France ou qui sont hors Europe. Mais il faut savoir que pour qu'un produit puisse avoir l'Eurofeuille, il faut que le cahier des charges bio du pays qui va exporter son produit soit équivalent au cahier des charges de l'Union européenne. Et il va être contrôlé de la même façon par des organismes qui vont aller se déplacer ou qui ont des antennes au niveau du pays concerné. Et alors, souvent, on peut avoir quelques méfiances quant au contrôle, pardon, de ces produits. Donc, il faut savoir qu'un contrôle, donc il y a un contrôle qui s'effectue tous les ans, voire 2 fois par an. Et lors de ces contrôles, il y a d'abord une inspection physique. Donc, chaque année, il y a un contrôle des parcelles, un contrôle des produits, des factures, du bien-être animal si c'est en élevage. Et il peut y avoir également des contrôles analytiques avec des prélèvements et des analyses d'échantillons. Donc ça peut être des contrôles qui sont inopinés afin de prévenir et d'éviter toute fraude. Alors, est-ce que vous pensez pouvoir réutiliser une bouteille d'eau en plastique sans danger pour votre santé? Alors, effectivement, réutiliser ou même utiliser une bouteille en plastique, ça peut avoir des conséquences puisque les plastiques sont également des sources de perturbateurs endocriniens. Donc, on vient de voir qu'il y avait des perturbateurs endocriniens dans les pesticides. Ici, on voit également qu'il y en a dans les plastiques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette catégorisation de plastique. En fait, c'est ce qu'on appelle les plastiques sûrs et les plastiques non sûrs.
Donc, les plastiques sûrs, ça va être ceux dont il y a moins de particules qui vont se détacher et se retrouver dans notre alimentation. Au contraire, les plastiques à éviter, ça va être les plastiques dont des molécules et des résidus sont le plus susceptibles de se retrouver dans notre alimentation. Donc, globalement, alors c'est assez dur. Vous pourrez vous amuser après le webinaire à regarder sur vos contenants en plastique et à chercher les petits numéros. C'est pas facile, il faut bien fouiller. Des fois, on a besoin d'une petite loupe. C'est un petit peu comme si c'était fait exprès pour pas qu'on les voit. Mais globalement, si vous voyez les numéros 2, 4, 5, donc ceux-là sont considérés comme des plastiques sûrs. Ça va être les bouteilles de lait, les bouchons, les sacs de congélation, les canettes, puisque à l'intérieur d'une canette, il y a un film plastique, ou encore les pots de yaourt. Au contraire, par exemple, les gobelets, les couverts jetables, c'est considéré comme des plastiques non sûrs qui sont à éviter. D'où leur interdiction qui a été mise en place il y a quelques temps. Et donc, pour éviter d'être en contact avec ces plastiques, on peut essayer tout simplement d'éviter le plastique quand on peut, notamment par rapport aux bouteilles d'eau, ça va être de privilégier l'utilisation d'une gourde en inox ou encore en verre. Qu'on peut encore, enfin, qu'on peut réutiliser. Et donc à long terme, ça fait aussi un gain financier. Et donc, comme je le disais, en alternative au plastique, donc à privilégier, ça va être le bois, puisque il y a également quand on cuisine avec une spatule en plastique, sur une planche à découper en plastique, on ne s'en rend pas forcément compte, mais petit à petit, il y a toujours des petites particules qui vont se retrouver et qui vont être en contact direct avec notre alimentation. De plus, le fait de chauffer, ça va avoir un effet qui va multiplier ce phénomène. Et par accumulation, petit à petit, ça va également s'accumuler dans notre organisme. Et en fait, il faut savoir que globalement, les perturbateurs endocriniens, c'est un système d'accumulation. Comme on a pu le voir, il y en a un peu partout autour de nous. On va en ingérer des très très faibles quantités quotidiennement, sauf que à force, ben, si on mange des légumes qui ont été traités, on en ingère un petit peu, qu'on cuisine avec du plastique, on en ingère un petit peu, etc. Et donc c'est cet effet d'accumulation qui pose problème pour notre santé par la suite. Euh, Au niveau donc des casseroles, donc là on a beaucoup entendu parler dernièrement des PFAS. Donc ce sont des polyfluoroalkylés, si vous voulez le terme précis. C'est des revêtements anti-adhésifs qu'on trouve sur nos poêles et qui font l'objet de débats euh, au sein de l'État actuellement. Euh, donc voilà. Et il faut savoir aussi qu'un certain groupe de PFAS ont été interdits en 2020, mais d'autres sont encore présents. Et leur interdiction, elle est elle est en train d'évoluer. Et par exemple, au 1er janvier 2030, donc les PFAS seront interdits dans tous les textiles, dans les cosmétiques, donc dans les vêtements, chaussures. Cependant, les moules à gâteaux, les ustensiles de cuisine et dont les poêles dont on vient de parler ne sont pas encore sujets à interdiction. Alors, pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de voir,
Donc, globalement, les perturbateurs endocriniens, ils vont affecter l'ensemble de nos fonctions et de notre système hormonal. On peut les trouver lorsqu'on est exposé aux pesticides, à travers les additifs alimentaires, quand on est en contact avec des plastiques, et également, alors ça, je l'ai pas beaucoup développé, mais dans les cosmétiques et les produits ménagers. Donc déjà, connaître et avoir connaissance de ce que c'est un perturbateur endocrinien, de leur impact et de savoir où il se trouve, ça va nous permettre d'essayer tant que possible de les éviter et également de les remplacer. Typiquement, pour être moins sujet aux pesticides, essayer de consommer quand on peut des produits qui viennent de l'agriculture biologique, ça permet de ne pas y être exposé. Et comme je viens de l'expliquer, remplacer le plastique par le verre, le bois ou l'inox, ou tant que possible retenir que ce sont les plastiques 2, 4 et 5 qui sont les plus sûrs, ça peut également nous aider. Et concernant les cosmétiques et les produits ménagers, il y a quelques labels qui existent, donc notamment le label EcoCert et l'Ecolabel, qui sont des labels qui garantissent le fait qu'il n'y ait pas de substances chimiques ou dangereuses pour la santé. Alors, si vous voulez, on va pouvoir passer à la phase de questions. Donc, n'hésitez pas à aller. Alors, j'ai pas suivi s'il y avait eu des questions dans le chat. Je ne sais pas si Yuna. Alors, non, il n'y a pas eu de questions, donc s'il y en a, c'est le moment. Alors, il y a une première question. Y a-t-il des moyens connus pour les éliminer du corps? Alors, connu, pas vraiment. Alors, faut savoir que les perturbateurs endocriniens, il y a plein de sortes qui existent. Donc, à ce jour et à ma connaissance, il n'y a pas d'études ou de moyens qui ont été connus qui sont connus pour les éliminer. C'est pour ça qu'il est essentiel d'essayer de les éviter avant avant de passer à la phase où on doit les éliminer. Mais sachant que, par exemple, ça peut avoir des conséquences sur les générations d'après, que ça se transmet, ça peut se transmettre à la descendance, etc. On comprend bien que c'est des substances qui sont difficiles à éliminer. Mais à ma connaissance, il n'y a il y a pas de moyen connu pour les éliminer. Très bien. Alors, le bois, est-ce qu'il est interdit en cuisine? Non. Alors, Justement, pour les particuliers, non, on fait ce qu'on veut. En restauration collective, effectivement, c'est pas, le bois n'est pas, ne peut pas être utilisé parce que ça peut poser des problèmes au niveau de la désinfection. Euh, mais en restauration collective, par exemple, ils peuvent privilégier l'utilisation de l'inox plutôt que le plastique. Et il faut savoir, alors comme on travaille sur la restauration collective, je peux vous donner des informations à ce sujet-là, mais il y a une loi plastique qui est sortie il y a pas longtemps, l'année dernière, il me semble, qui interdit l'usage de contenants plastiques pour la restauration scolaire. et concernant l'aluminium, on a une question sur les bidons en aluminium. Est-ce qu'ils sont toxiques?
Alors, sur l'aluminium, je vous avoue que je ne pourrais pas vous répondre immédiatement. Je pourrais me renseigner, mais j'ai pas creusé la question de l'aluminium. Je voudrais pas vous raconter de bêtises. Je suis désolée. Mais oui, évidemment, les bidons plastiques, comme on l'a vu, le plastique reste un perturbateur dont des microparticules se retrouvent dans notre alimentation. Alors, il y a une personne qui nous dit qu'en centrale, l'alu est interdit. Donc, voilà. Ouais. Alors, une dernière question. Pensez-vous que l'on pourrait se passer du plastique dans notre quotidien? Alors ça, c'est une question presque philosophique. Ouais. Alors, j'espère hein. De toute façon, un jour, on sera obligé de s'en passer, puisque à partir du moment où il y aura plus de ressources pour fabriquer le plastique, on n'en aura plus. Je pense que pour certaines choses, on peut s'en passer. Dans nos activités quotidiennes, à titre privé, je pense que c'est un petit peu plus facile. Comme on l'a vu, des fois, la réglementation au niveau de tout ce qui est public, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais dans notre quotidien personnel, oui, après, le plastique, il est tellement présent partout que c'est un peu compliqué, mais je pense aussi qu'il faut se concentrer sur certaines catégories. Par exemple, les plastiques qui vont être en contact avec nos aliments. Ce qu'on mange, c'est quand même ce qu'on se met dans le corps, donc ça, c'est essentiel. Tout ce qui va être en contact avec les enfants. Donc, j'espère qu'un jour, les jouets en plastique pour les enfants, ça n'existera plus. Euh, Après, maintenant, par exemple, on doit utiliser du plastique dans le milieu médical. Là, je pense que oui, on pourra pas réussir à les éviter et à totalement ne plus les utiliser euh, d'ici demain, quoi. Donc, je pense que ça dépend vraiment de l'usage et de la catégorie, la catégorie du plastique. Mais voilà. Mais ce n'est que mon avis, là pour le coup, ce n'est que mon avis personnel. Oui, bien, je ne vois pas d'autres questions. Voilà, mais en tout cas, j'espère que cette intervention vous aura satisfait, si je puis dire. Donc, le diaporama, vous pourrez le retrouver, également l'enregistrement aussi de ce webinaire. Oui, on va vous transmettre ces informations-là et le webinaire sera normalement hébergé sur notre chaîne YouTube M comme Mutuelle, où vous trouvez déjà quelques tutos, des séances de méditation, etc. Bonne journée à tous et n'hésitez pas si vous avez nos adresses mail si vous avez des questions ou des demandes d'informations supplémentaires. Bonne journée à vous aussi. Merci.